Si vous avez déjà vu Iron Man le film, vous connaissez sûrement le réacteur Arc. C'est un petit réacteur capable de produire une quantité énorme d'énergie. What could it generate? If my math is right, I don't know, is 3 gigajoules per second. 3 gigajoules par seconde contre approximativement 1 gigajoule par seconde qui est le max qu'on peut produire actuellement avec des centrales nucléaires. C'est largement suffisant pour alimenter son armure et une panoplie de gadgets, propulseurs, armes, systèmes informatiques. En gros, c'est grâce à ce petit bijou qu'Iron Man existe. Un bijou qui s'apparente à un réacteur de fusion que jusqu'à présent les physiciens peinent à mettre en place. Tony Stark lui a réussi à le miniaturiser et le mettre dans sa poitrine. Est-ce que Iron Man pourrait exister dans la réalité? Pour comprendre le fonctionnement du réacteur Arc de Tony, voyons comment se fait la fusion nucléaire. On sait tous que dans un gaz, on a des atomes et l'atome c'est un noyau avec des électrons qui gravitent autour. Dans un réacteur de fusion, on utilise généralement comme combustible un gaz qui contient les isotopes de l'hydrogène, généralement le tritium et le deutérium. À l'aide d'ondes électromagnétiques comme dans un micro-ondes, on porte le gaz à 150 millions de degrés Celsius, ce qui sépare le noyau de l'atome de ses électrons. Le mélange obtenu, c'est le plasma, considéré comme le quatrième état de la matière. Or, aucun matériau ne peut résister à une telle température, donc le réacteur lui-même pourrait ne pas supporter. C'est pourquoi il a été prévu d'utiliser des champs magnétiques puissants. Les aimants normaux qui produisent un puissant champ magnétique consommeraient énormément d'énergie. À la place, on utilise des électroaimants faits de supraconducteurs pour confiner le plasma dans ce qu'on appelle un tokamak. De cette façon, le plasma flotte dans un vide magnétique sans toucher les parois. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les supraconducteurs pour en savoir plus dessus. La réponse à la question « Qu'est-ce qui se passerait si un humain approchait le tokamak » est très claire. C'est presque comme approcher le soleil vu que le plasma est porté à 150 millions de degrés Celsius. C'est fatal. Donc même si on réussissait à miniaturiser le réacteur, je ne vois pas qui aurait envie de le mettre dans sa poitrine. Maintenant que les noyaux sont dépourvus de leurs électrons, on doit faire fusionner un noyau de tritium avec un noyau de deutérium pour obtenir un noyau lourd d'hélium et un neutron. Vu que le plasma est porté à haute température, les noyaux vont se déplacer à grande vitesse. Et lorsque deux d'entre eux seront suffisamment proches, la Strong Nuclear Force va les faire fusionner malgré la force de répulsion qui existe naturellement entre deux noyaux dû au fait qu'ils sont chargés positivement. Sauf que les chances pour qu'un noyau de tritium et de deutérium se rencontrent sont faibles. On peut avoir tritium-tritium ou deutérium-deutérium et seules les fusions qui donnent un noyau stable peuvent produire de l'énergie. Dans notre cas, c'est tritium-deutérium. C'est pour ça que la fusion est difficile à réaliser. Très bien. Maintenant, comment la fusion produit de l'énergie? La masse du noyau lourd d'hélium obtenu est inférieure à celle des deux noyaux légers de départ. Donc il y a eu perte de masse. Et cette masse va se transformer en énergie. Parce que toute masse possède une énergie qui peut être libérée si cette masse disparaît lors d'une transformation physique. Et l'énergie que peut générer la perte d'une masse est donnée par la fameuse formule d'Einstein, E égale mc carré. L'énergie libérée est transmise au noyau d'hélium, mais beaucoup plus aux neutrons sous forme d'énergie cinétique. Vu que les neutrons sont sans charge, ils vont pouvoir traverser le champ magnétique qui confine le plasma et aller frapper les parois du réacteur, ce qui va produire de la chaleur. Maintenant, à l'aide d'un fluide caloporteur, on va récupérer la chaleur de la paroi et la transporter. La chaleur sera ensuite utilisée pour chauffer de l'eau et produire de la vapeur sous pression qui va faire tourner des turbines et produire du courant par l'intermédiaire d'un alternateur. Pour un réacteur normal, c'est-à-dire gigantesque comme ce qu'on possède aujourd'hui, on peut construire des matériaux capables de résister à la pluie de neutrons pour un certain temps. Mais pour un réacteur de la taille d'une tasse de café, comme celui de Monsieur Stark, les parois ne pourront résister au bombardement de neutrons, et donc le réacteur se désintégrerait instantanément et Tony se ferait irradier. Bon, j'ouvre une petite parenthèse. Si tu te dis à quoi bon passer par la fusion alors qu'on peut chauffer l'eau directement avec la chaleur utilisée sur le plasma, parce qu'on espère que par la fusion on puisse produire plus d'énergie que ce qu'on a utilisé au départ pour déclencher la réaction. Comme on l'a déjà dit, un puissant champ magnétique est créé dans le réacteur. Il est vrai que le réacteur Arc est petit, mais ça n'exclut pas le fait qu'il ait besoin d'un champ magnétique intense pour confiner le plasma. Il faut savoir que si le champ magnétique varie avec le temps, il est capable d'induire un courant électrique. Et s'il est stable, pas de courant induit. Ça, c'est la loi de Faraday qui le dit. Sachant que le champ magnétique produit par le réacteur est variable, et en supposant que celui produit par le réacteur de Tony l'est aussi, il se retrouve exposé à un puissant champ magnétique qui va donc induire un courant dans son corps. Il pourrait ressentir des contractions musculaires involontaires, une stimulation nerveuse et il y a aussi des risques cardiaques.
Et en plus de ça, le réacteur est directement dans sa poitrine, donc... Il est clairement mentionné dans Iron Man 1 que c'est impossible de miniaturiser un réacteur à fusion, et pourtant Tony l'a fait. Le cinéma n'a jamais eu pour mission de nous livrer la science brute. Il choisit plutôt de la plier, de l'étirer et parfois de la briser pour mieux raconter une histoire. Et c'est là que réside sa magie. À travers ces mondes impossibles et ces technologies qui défient la réalité, il éveille notre curiosité et stimule notre imagination. La science-fiction n'est pas un manuel, mais plutôt une invitation à explorer, à rêver, à questionner. Chaque idée folle, chaque étincelle irréalisable devient un point de départ pour réfléchir et se demander « et si c'était possible ?» Merci à tous et abonnez-vous.